Bon, j'ouvre cette session. Il est exactement 10 heures. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une session extraordinaire, hein, comme je vous le disais. En tout cas, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc, j'ai Madame Abelin Drapron qui normalement est en visio. Présente. Bonjour Véronique. Jeanne était prévue en visio, mais elle est bien présente. Elle est avec nous. Marie-Christine Bureau en visio également. Présent. Stéphane Chedoutot. Oui, présent. Il ne répond pas. Jean-Claude Godino. Présent. Présent. Voilà. Bonjour. Bonjour. Marion Pichot en visio également. Oui, présente. Bonjour Marion. Dominique Rabel. Oui, présente. Jean-Marc Soubest est en visio. Oui, tout à fait, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-Marc, ainsi que Christophe Sueur. Peut-être avant de commencer, je voudrais m'adresser à Dominique Rabel pour qu'elle évoque cet incendie qui a eu lieu hier après-midi. Dominique ? Oui, merci Madame la Présidente. Oui, il y a eu un incendie qui s'est déclaré probablement sur un appartement du rez-de-chaussée. Hein. Il n'y a pas encore d'enquête évidemment. Hein. 70 pompiers étaient mobilisés pour cet incendie. Donc cet immeuble qui est un immeuble récent, qui est de 2017, qui a été inauguré en 2017, donc qui contient 31 appartements. Il y a actuellement 16 appartements qui ont été totalement condamnés et donc détruits. Là, on est en train Enedis est en train de travailler pour pouvoir, parce qu'ils ont coupé l'électricité sur tous les appartements, ils sont en train de travailler pour voir si on peut dissocier certains appartements pour que les gens puissent rentrer dans ceux qui n'ont pas été trop touchés. Et puis cette nuit, il y avait 28 familles à reloger. Donc, bien sûr, le PCS d'Étré, hein, la mairie d'Étré a travaillé énormément et a mis en place son PCS. Et simplement, pratiquement tout le monde a trouvé des solutions, soit familiales, soit amicales, pour être relogés. Et cette nuit, il n'y avait que 2 personnes, qui étaient 2 personnes isolées, qui ont été logées par la mairie dans le centre qui avait été ouvert. Ce matin, il y a évidemment 16 familles à reloger. Voilà, c'est un coup dur. Merci Dominique. Bon, aucune victime. Hein, rien. Voilà, tant mieux. Voilà, soyez donc rassurés sur ce point, mes chers collègues. Je souhaite aussi que nous fassions un petit clin d'œil aux cadets de la gendarmerie qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, soyez les bienvenus. Et c'est donc Alexandre Grenot qui vous a accueilli ce matin. Donc, voilà, écoutez... Peut-être que cette réunion vous permettra peut-être d'envisager, vous aussi, de vous engager au-delà de la gendarmerie vers une fonction élective, chacune et chacun dans vos périmètres respectifs. Alors, mes chers collègues, j'ai des demandes de parole. Jean-Luc Marchais, David Baudon, Lionel Paco, ensuite Jeanne Blanc, mais j'imagine que c'est au sujet... Donc de la délibération que nous allons prendre au sujet du relèvement de la part des DMTO pour les départements, hein, de 0,5%. Donc je vous propose déjà, moi, de vous présenter la délibération et qu'ensuite, eh bien, dans l'ordre que j'ai évoqué précédemment, je vous passe la parole. Donc...
afin de permettre au département de faire face à une situation financière alarmante, l'article 31 de la loi de finances 2025, désormais promulgué, a introduit la possibilité d'augmenter d'un demi-point, soit de 4,5% à 5%, le taux des droits de mutation à titre onéreux pour les mutations qui sont opérées entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028. Donc vous l'avez bien compris, c'est une période définie dans le temps de 3 ans. Ce relèvement ne s'applique pas aux primo-accédants de résidence principale. Par ailleurs, en aparté, j'évoquerai cette peut-être contrôle qui sera fait auprès de l'administration, comment on identifie clairement les primo-accédants, mais ça c'est connexe. Ce point répond à une des demandes inscrites dans notre motion du 28 novembre 2024, votée à l'unanimité. Les délibérations prises avant le 15 avril 2025 s'appliquent à compter du premier jour du 2e mois suivant la délibération. Si nous le votons à cette présente session, le relèvement serait donc effectif au 1er avril 2025 et aurait un impact sur nos encaissements à partir du 1er juin prochain. Je vous propose donc, conformément à notre motion du 28 novembre dernier et dans la continuité du débat d'orientation budgétaire pour 2025, d'adopter ce relèvement. Donc cette mesure financière, évidemment, nous permettra d'augmenter nos ressources fiscales et de préserver la santé financière de notre collectivité. Donc, je vous propose de présenter ce rapport aux voix et ensuite de vous demander ou de vous inviter à vous exprimer. Donc, y a-t-il des abstentions sur cette délibération? Pourquoi pas? En fait, je veux dire que c'est quand même une délibération qui est faite suite à une motion que vous avez adoptée à l'unanimité, donc signée en tout cas. Donc, écoutez, pour moi c'est acquis, mais bon, si vous voulez voter par la suite, eh bien, écoutez, pas de problème. Donc, Monsieur Marchais, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, chers collègues, parité oblige, c'est moi qui ai l'honneur aujourd'hui de prendre la parole au nom du groupe Au cœur des solidarités. Nous nous sommes quittés il y a quelques jours à l'issue du débat d'orientation budgétaire avec un problème arithmétique que vous nous avez soumis, à savoir comment, avec des dépenses supplémentaires, faire baisser les dépenses. Aujourd'hui, nous sommes amenés à discuter d'une mesure qui serait bénéfique pour les finances de notre département, puisqu'elle générerait de nouvelles recettes, mais qui demande malgré tout à interroger plus largement les nombreuses préoccupations en matière de logement qui touchent profondément nos concitoyens et notre territoire charentais-maritime. Parler de la DMTO, c'est bien évidemment parler du logement. Nous le savons tous, l'accès à la propriété est devenu un défi de taille pour de nombreux charentais-maritimes en raison de l'envolée des prix de l'immobilier. Cette hausse vertigineuse a creusé l'écart entre l'offre et la demande et a rendu la propriété de plus en plus inaccessible pour les classes moyennes et les jeunes actifs. Dans le même temps, plus de 25 000 demandeurs de logements sociaux sont actuellement en attente sur notre territoire et leur nombre est voué à augmenter en raison de la réduction progressive des aides à la pierre dont nous avons malheureusement vu la fin. L'un des enjeux majeurs aujourd'hui est de pouvoir répondre à ces demandes. En dépit du nombre d'agréments importants qui a été donné cette année, il est fort probable que malgré ces efforts, des programmes de logements locatifs sociaux ne voient pas le jour. Le rôle de l'habitat social dans notre territoire est central
Et il est impossible d'abandonner nos concitoyens face à ce défi. Les bailleurs sociaux, comme Habitat 17, ne pourront pas combler seuls ce déficit de logement, même avec la dotation de 1,5 million d'euros que nous avons votée. Nous devons faire plus. Je le dis clairement, la situation des bailleurs sociaux, des demandeurs de logement et des professionnels du bâtiment sera dramatique si nous n'agissons pas. Nous vous demandons de rétablir l'aide à la pierre accordée jusqu'à présent à l'ensemble des bailleurs sociaux du département. C'est pourquoi je vous demande, au nom de notre groupe, de réfléchir à l'affectation de cette recette supplémentaire. Si nous augmentons cette recette provenant des transactions immobilières d'un montant qui pourrait atteindre 8 millions d'euros, il est impératif qu'une partie conséquente de cette somme soit dédiée à l'habitat social et à la construction de logements sociaux. En conclusion, nos collègues attendent dès aujourd'hui un engagement de votre part sur l'aide à la pierre pour se positionner sur le vote de l'augmentation du taux de DMTO. Pour les autres, ils voteront cette recette nouvelle, mais nous serons particulièrement attentifs, lors du vote du budget, à ce que son affectation permette de soutenir nos concitoyens dans leur droit à un logement décent et permette de soutenir l'économie locale en préservant l'emploi dans le secteur du bâtiment. Il en va de notre cohésion sociale et de l'avenir de notre département. Je vous remercie. Merci, Monsieur Baudon. Oui, Madame la Présidente, une remarque un peu technique, mais comme c'est le Code général des impôts qui fixe le cadre de la ventilation des droits de mutation pour ce qui concerne les communes de moins de 5000 habitants, j'aimerais poser la question, est-ce qu'il sera bien évidemment naturellement décidé d'affecter la part du surplus pour ces communes les plus modestes? Et puis, d'ailleurs aussi rappeler que le législateur a aussi prévu que si les départements augmentaient ce taux de droit de mutation, les communes qui se sont vues offrir la possibilité elles-mêmes de baisser leur taux à hauteur de 0,50, je crois. Voilà, donc moi, notre sujet, c'est surtout de savoir si ce fonds de péréquation pour les communes de moins de 5000 serait abondé, dans quelle proportion, de sorte à ce qu'on puisse voter en toute clarté. Et deuxième élément, bien entendu, la situation que vient de fixer Jean-Luc Marché est juste. Les gens ont beaucoup de difficultés, surtout les jeunes ménages aujourd'hui, à créer les conditions de leur résidence principale. Et la question du logement social est un vrai sujet, mais pas seulement. Marie-Lise n'est pas là ce matin, elle pourrait en parler, mais je crois que sur tous les dispositifs maintenant mis en place, le bail réel et solidaire, les difficultés, j'ai jadis souvenir qu'il y avait un dispositif qui avait été mis en place par un gouvernement c'était dispositif passe foncier. Alors c'est encore une variante du bail réel et solidaire, mais je crois qu'il faut qu'on soit inventif et puis qu'on recherche quels pourraient être aussi nos modes d'action pour aider les jeunes à créer leurs conditions de leur domicile, de leur résidence principale. Merci. Merci, Monsieur Paco. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, mon intervention sera très brève pour dire que notre groupe est favorable, bien sûr, à cette évolution. Je salue quand même la position de mes collègues sur le logement, parce qu'effectivement, on le sait tous, dans nos communes, c'est un problème qui est entier, donc on aura le temps d'en reparler lors du vote du budget un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'envoyer un signe un peu positif serait déjà un premier élément. Mais voilà, sur l'ensemble du budget, au regard de nos préoccupations financières sur le département, il me semble important de profiter de cette mesure. Merci. Merci, Jeanne Blanc. Merci, Madame la Présidente. Alors, mon intervention n'a pas à voir avec les DMTO. Elle est cependant justifiée par l'urgence de porter à votre connaissance un sujet sur lequel le département doit rendre un avis. Donc, après le vote, est-ce que vous m'autorisez à reprendre la parole?
Oui, Madame Blanc, pas de problème. J'ai pas d'autres demandes de parole. Juste, je voudrais moi apporter un commentaire sur ce qui vient d'être dit. Évidemment, le logement nous concerne tous. C'est une problématique récurrente sur l'ensemble des départements de France. C'est un sujet national. Je considère que l'accès au logement est un droit pour chacune et chacun d'entre nous. Remettre cette responsabilité uniquement sur les départements ne me semble pas juste. Je crois que l'incitation à la construction de logements sociaux, elle doit venir du gouvernement. Donc je ne porterai pas la responsabilité, en tout cas, d'offrir un logement à chacun de nous, tous, les Charentais-Maritimes, mais je pense que des propositions avaient été faites notamment par Christophe Béchu en son temps. Ces propositions n'ont pas été retenues et c'est bien dommage. Évidemment, l'élaboration du budget primitif 2025 fera l'objet de travail, notamment en première commission, et peut-être que Catherine Després pourra en dire quelques mots à la suite de mes propos. Cependant, il y a tellement de domaines d'intervention du département dans divers secteurs que ce soit les collèges, les routes. On a pris du retard, notamment sur la rénovation énergétique de nos collèges. Je pense que, si vous voulez, bien évidemment, je ne minimise pas la question cruciale de l'importance du logement, mais je ne voudrais pas non plus minimiser les autres secteurs d'intervention du département. Donc, qu'on soit bien clair entre nous là-dessus. Il faudra faire des choix. L'année 2025 sera difficile d'un point de vue financier. L'année 2026, on ne sait pas de quoi elle sera faite, mais en tout cas, les indicateurs financiers n'augurent pas un climat radieux pour nos départements. Donc, avant de penser à focaliser sur tel ou tel domaine de la politique départementale, je pense qu'il faut qu'on voit les choses de façon globale et qu'on se dise où est-ce qu'on a pris du retard, où est-ce qu'il faut agir. Donc, ça fera l'objet évidemment de discussions avec la première commission. Catherine ? Tout à fait dans votre sens, Madame la Présidente, et cette augmentation des MTO, on a beaucoup de compétences obligatoires qui réclament des actions supplémentaires, et notamment au niveau des travaux pour les améliorations énergétiques au niveau des collèges, comme vous le disiez, également des toitures pour l'étanchéité de nos collèges également. Donc ça, c'est une grosse priorité, et évidemment les routes, parce que c'est la sécurité et parce qu'on sait qu'on a diminué le budget parce qu'on n'avait pas les moyens de le maintenir à hauteur. Donc ce sera des priorités que l'on va donc recentrer sur nos compétences obligatoires. Donc voter pour cette hausse de 0,5 points des DMTO, c'est évidemment un acte politique fort pour 3 ans qui va contribuer à apporter plus de recettes dans notre budget. Donc, si vous voulez conditionner un vote par rapport à des exigences, je trouve que c'est un peu en dehors de la plaque, je dirais. Et donc, je remercie Lionel de sa prise de position. Par ailleurs, nous ne savons pas quel sera exactement le produit qu'on va toucher, percevoir de cette hausse de DMTO. Donc, avant d'envisager de dépenser sur tel ou tel domaine, eh bien, attendons de voir
dans les faits ce que cette hausse va produire pour les finances départementales. Donc que chacun ait des exigences ou des vœux pieux, eh bien certes, mais je vous rappelle qu'il est important de se dire que évidemment cette recette supplémentaire, eh bien elle va contribuer à l'amélioration du cadre de vie des Charentais-Maritimes. Hein. Donc votez en votre âme et conscience, mes chers collègues, et je soumets sans plus attendre cette délibération aux voix. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Madame Desvaux, vote contre. J'ai bien. Ministre Fleuret-Pagnou, je peux expliquer le vote? Vous l'avez, par l'intermédiaire de Monsieur Marchais, évoqué. Donc, j'ai bien compris ce que vous vouliez évidemment exprimé à travers cette intervention de M. Marchais. Donc des votes contre, il y en a 2 votes contre, donc Mme Desvaux et Marie-Lise Fleuret-Pagnou. Ah bon, d'accord. Un vote contre pour Marie-Lise Fleuret-Pagnou. Donc cette disposition est adoptée et je vous remercie. Jeanne Blanc. Madame la Présidente. Alors, je vais essayer d'être concise et simple, mais le sujet est complexe. Je l'ai déjà évoqué ici en Assemblée départementale, le sujet du PEPRIF, Plan de prévention des risques d'incendie de forêt. Donc ce PEPRIF, il est en phase finale. Nous sommes 29 communes du sud de la Haute-Saintonge concernées par un porté à connaissance et 9 plus précisément concernées par le PEPRIF. Et le département doit rendre en ce moment même son avis en tant que personne publique et associée, d'après mes informations. Nous, les communes, on doit délibérer avant le 20 mars. C'est pour cette raison que je vous remercie et je prends la parole aujourd'hui pour évoquer ce sujet. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Cependant, et je sais que beaucoup d'entre vous, avec le plan risque submersion, ont déjà vécu ce type de plan particulièrement contraignant pour les communes. En ce qui nous concerne, c'est bien entendu des règles extrêmement strictes avec comme objectif la non-augmentation de la population exposée, la non-aggravation et donc la diminution de la vulnérabilité et la bonne défendabilité des projets. Et donc, à ce titre, des obligations d'aménagement très conséquentes pour les communes, dont principalement des communes de petite taille, mais aussi des impacts très conséquents pour les pétitionnaires, puisqu'il y aura des obligations d'utilisation de certains matériaux résistants au feu, mais aussi, surtout, et c'est pour ça que je tenais aujourd'hui à en faire part, Madame la Présidente, des obligations réglementaires pour les maires que nous sommes en termes de responsabilité, puisque nous avons, comme vous, j'imagine, avec le PPR Submersion, des obligations d'affichage et d'information de la population. Et vous le savez, sur nos communes de petite taille, nous n'avons souvent pas l'ingénierie nécessaire pour supporter ce type d'obligations. Et nous sommes 9 communes et 9 élus à s'exprimer avec beaucoup d'inquiétude sur la suite et sur le niveau d'impact que cela va avoir sur nos responsabilités d'élus locaux. Donc voilà, je tenais à le porter à votre connaissance et je sais et espère que du coup vous serez à nos côtés, ces 9 communes, pour nous accompagner sur ce document très contraignant. Alors, à ma connaissance, aucune sollicitation de la part des services de l'État en ce qui concerne le département. J'imagine que c'est comme un document d'information des risques majeurs, comme un DICRIM, en fait, que vous devrez peut-être établir d'information à la population et de prévention. Donc, quelles sont les mesures que vous pourriez mettre en place au niveau communal pour justement à la fois garantir la sécurité des administrés, avoir un endroit où on peut recueillir la population en danger et les moyens que vous pourriez mettre en place. Je pense que c'est ça. Alors c'est vrai que le département, de ce point de vue-là, n'est pas associé. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des expériences dans les communes, notamment littorales, avec les DICRIM, qui sont mis à la disposition des administrés, avec notamment en cas de risque, en fait, on peut envoyer des SMS aux personnes en disant « Attention, il y a un risque majeur qui intervient sur votre commune, etc. etc. » Mais je pense qu'on pourrait peut-être vous aider là-dessus, hein, puisque notamment la direction de l'eau, de la mer et du littoral est plutôt aguerrie à ce genre de risque. Hein.
Donc même si c'est feu de forêt ou risque sismique ou inondation, on doit être en mesure de vous fournir peut-être une aide technique parce que c'est compliqué de mettre ça en place. Ça passe par des réunions publiques et évidemment à votre disposition, Jeanne. Pour en parler, moi je veux bien aussi m'investir dans ce dossier. Pour l'avoir vécu malheureusement à Foura. Questions diverses? Bon, écoutez, merci de votre présence et je vous dis eh bien, à très bientôt. Merci.